Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à TypeFlow. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment reproduire des ripples. Donc j'ai une scène avec des objets et une surface. Alors avant tout, pour ce qui est du timing, je suis en 12 images par seconde. Et pour les unités, je suis en centimètres. Je suis environ à cette échelle de grandeur. Voilà. Ça fonctionnera évidemment si vous travaillez à une autre échelle, il faudra simplement réajuster les valeurs. Alors la première chose à faire, ça va être de créer des tailles collections. Donc on vient ici dans les helpers de TypeFlow et on vient créer deux tailles collections. La première pour les objets et la deuxième taille collection va nous servir pour la surface. Donc je renomme la première taille collection en emit et la deuxième en surface. Et on peut éventuellement afficher le nom dans le viewport. Donc je peux freeze ma surface pour l'instant. Et je viens créer un nouveau TypeFlow. Donc l'idée ici, ça va être de créer des ripples autour de chaque objet. On va partir sur un burst intersection. L'intérêt du burst intersection, c'est évidemment de créer des particules à l'intersection des objets. Donc là, en l'occurrence, on va choisir le mode A-B, c'est-à-dire qu'on va choisir à la fois une géométrie A, qui va être nos objets d'émission, et une géométrie B, qui va être notre surface. Donc là, on voit bien que des particules ont été créées. Je vais passer en large dots, les afficher en blanc. En fait, la particularité du burst intersection, c'est qu'il va générer, vous voyez ici, des particules sur une certaine range. Donc nous, on ne veut pas avoir cet effet de cumulation. On peut directement venir mettre un delete pour supprimer les particules au bout d'une frame. Et donc là, on conserve un nombre réduit de particules. Ensuite, pour générer des ripples, on peut passer par un spawn. On passe en mode par frame et on laisse la valeur par défaut, à savoir 1. C'est-à-dire qu'à chaque frame, chaque particule va émettre une autre particule. Et donc, on peut directement envoyer les particules spawnées dans un deuxième event. Et puis avec un surface force, on va venir les repousser. Alors par défaut, le surface force a une force d'attraction, on va la mettre à 0. Et dans l'onglet normal, on vient passer la force à 4. On n'oublie pas de piquer notre taille collection emit. On décoche ici l'option Simulate Substeps pour avoir quelque chose de plus régulier. On passe le sampling en Face Accurate pour augmenter la précision. Et puis on passe le timing On Event Entry, de sorte à ce que le surface force ne s'applique qu'une seule fois sur les particules, donc quand elles arrivent dans cet event. Ensuite, pour créer un rythme de spawn, on peut venir dans l'opérateur spawn et dans son onglet timing, lui demander de s'activer une fois toutes les 10 frames. Et donc là, on voit qu'on a un début de pattern pour nos ripples. On peut venir ensuite appliquer un slow. Et puis un delete en eventage à 25 frames, plus ou moins 10 frames. Donc là, on a déjà notre base pour notre système de ripple. Et donc, on va venir l'améliorer. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est obtenir ce genre de résultat. Donc l'idée, ça va être à la fois de travailler la taille des ripples, mais également leur forme. Donc on va commencer par la forme. Alors vous voyez que pour l'instant, c'est beaucoup trop droit. Si on veut obtenir une forme un peu ondulée, on va ajouter de la variation. Le problème, c'est que si j'ajoute de la variation directement dans le surface force, j'ai un résultat qui est beaucoup trop random. Donc je la remets à 0. En fait, ce qu'il faudrait, c'est passer par une map
pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Donc je peux créer un noise dans mon éditeur de matériaux. Je le passe à 0,004. Je passe la source en explicit map channel. Et je vais venir l'observer sur ma surface. Si je défrise ma surface, on voit que le noise ressemble à ça. Donc on vise à peu près ce genre d'échelle. Donc si vous travaillez à des échelles différentes, il faudra évidemment réajuster la taille du noise pour qu'elle corresponde proportionnellement à celle-ci. Donc on n'a pas besoin de l'appliquer sur notre surface en réalité, c'était simplement pour vous montrer. Et donc pour moduler la vitesse en fonction de cette map, on va passer par un script. Alors vous pourrez évidemment le télécharger. Pour l'instant vous voyez qu'il ne fonctionne pas, il est rouge. Il faut lui indiquer une surface sur laquelle travailler. Donc je viens piquer ma taille collection surface. Et je viens glisser également le noise ici dans le script Accessible Text Map. Donc le script indique maintenant qu'il fonctionne. On vient l'appliquer directement après le surface force, puisqu'on veut moduler la vitesse induite par le surface force. Donc vous voyez que ça fonctionne. On peut passer maintenant au meshing. Donc l'idée, ça va être de passer par le TimeMesher. Le TimeMesher est un peu plus lourd que le plugin Frost, mais il a des options intéressantes, notamment de clustering, on le verra juste après. Donc je viens créer un TimeMesher et je viens sélectionner mon TileFlow. Donc j'en profite également pour renommer mon TileFlow en TileFlow Ripples et mon TimeMesher en TimeMesher Ripples également. Alors, par défaut, le scale est en absolute, c'est-à-dire qu'on va définir le scale directement avec cette valeur de radius. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est récupérer le scale des particules. Donc je vais appliquer un scale dans le premier event en absolute à 800. Donc ça, c'est le scale qui va me servir pour la bordure. Et pour ce qui est de l'event 2, je peux également appliquer un scale en relative multiply à 98%. C'est-à-dire qu'à chaque frame, la particule va perdre 2% de sa valeur précédente. La taille des particules réduit, et donc le TimeMesher réduit également. Donc pour l'instant, le TimeMesher n'est pas très beau. On va lui appliquer un filtre gaussien à 2. Et on vient également affiner le maillage. On peut lui appliquer un modifieur taille relax avec à peu près 50 itérations. Donc là, on a encore un résultat plus doux. Et puis un taille conforme pour venir plaquer la géométrie sur la surface. Alors par défaut, il est à 100%, on va le passer à 95% pour éviter d'avoir une superposition du mesh. Donc on a réussi à avoir cet effet d'ondulation. Maintenant, si on veut affiner la taille sur les bords, et bien pour ça, on va passer par un scale operator et on va venir reprendre la map du script. Donc je viens cocher l'option multiply by text map et je drag and drop le noise ici. J'oublie pas de piquer ma taille collection surface. Et donc là, visiblement, je n'ai pas suffisamment de particules, donc je peux venir ici modifier les valeurs de mon burst. Alors en threshold, je peux passer par exemple à 1. Donc là, j'ai beaucoup plus de particules. Maintenant, je peux baisser un peu la densité. Je ne suis pas obligé d'en avoir autant. Donc je refreeze ma surface. Donc là, on commence à se rapprocher de notre effet de ripples. Le problème pour l'instant, c'est qu'on a une espèce de pattern. On le ressent ici. Les ripples se ressemblent toutes. Ici, par exemple, on a la même qu'ici. C'est dû au fait que pour l'instant, le noise ne bouge pas, hein, il est immobile. On peut venir animer la phase du noise.
en set key, par exemple 0, 1000. Je refais un clic droit, je passe en mode linéaire, et puis un dernier clic droit, set out of range, repeat. Et donc là, on aura une animation qui va se répéter à l'infini. Donc là, vous voyez qu'on a un résultat qui varie beaucoup plus. Alors, ce qu'on aimerait maintenant, c'est éviter ce genre de comportement au niveau de nos ripples. On voudrait que chaque ripple reste séparé du reste. En fait, le mesh va essayer de créer des jointures quand les particules se rapprochent. Si on veut conserver une séparation nette entre les ripples, il va falloir passer par une option de clustering. Donc vous allez voir, c'est très simple. On va lui indiquer une custom float et le time mesher ne meshera ensemble que les particules qui auront la même valeur. Alors pour ça, on va créer un custom properties dans le premier event. On va lui donner une valeur, par exemple 1. On va le renommer en meshing. On nomme notre channel meshing. On duplique l'opérateur dans l'event 2. Et on récupère ici la valeur time frame. Donc chaque particule va récupérer la valeur de la frame à laquelle elle a été émise. Et donc en fait, le meshing va se faire entre les particules qui auront été générées à la même frame. Donc dans mes options de clustering, je peux venir indiquer la custom float meshing. Alors c'est important du coup de venir ajouter les custom floats dans le cache du TyFlow. Comme ça, le time mesher pourra récupérer la valeur du custom float et s'en servir pour le clustering. Vous voyez que si je désactive le clustering, j'ai ces interférences entre les différentes ripples. Et si je l'active, j'ai un résultat beaucoup plus net. Alors pour l'instant, on est sur une surface qui est plane, mais on peut quand même rajouter un object bind dans lequel on vient ajouter notre surface. On décoche la rotation, on passe en mode lock to surface, snap to surface, et on supprime la friction. Voilà. Donc là, on remarque que le liseré autour de l'objet manque un peu de variation. Donc on peut rajouter un tie select en mode mesh. On vient récupérer notre taille collection emit et on active la soft sélection. On la passe à 10. On voit que le résultat manque de précision. On passe le sampling en face accurate. Et donc là, on a une sélection beaucoup plus propre. On peut venir ensuite rajouter un noise par-dessus. Par exemple, A2 en fractal avec une force de 5. On rajoute comme ça un peu de variation. On peut animer le noise, évidemment. Par exemple, avec une fréquence un peu plus élevée. Maintenant, si on veut élargir le liseré, donc la bordure autour de l'objet, on pourrait passer par le scale ici, donc augmenter la taille du scale, par exemple le passer à 1000. Le problème, c'est que ça va jouer sur la taille des ripples. Plutôt que de passer par le scale, on peut tout simplement venir ajouter un modifieur taille push. Et si j'augmente la valeur du push, vous voyez que je peux comme ça augmenter la taille de la bordure. Alors il faut évidemment activer l'option Use Vertex Selection pour que le push ne s'applique que sur le tie select. Et donc là, vous voyez qu'on l'a fait sur un seul objet. Et si je viens maintenant dans mon taille collection emit ajouter un deuxième objet, vous voyez que ça fonctionne parfaitement. D'accord, je peux venir même en rajouter autant que je veux. Là par exemple, j'ajoute ma sphère. C'est l'intérêt des tailles collections, hein. On peut redistribuer rapidement nos objets dans tous nos opérateurs. Alors évidemment, plus vous aurez d'objets, plus vous aurez de particules, sachant que ce n'est pas vraiment la quantité de particules qui risque de poser problème, c'est plus le time mesher qui est pour l'instant assez lourd. Alors je vais passer mes ripples en blanc. Vous
Vous remarquerez que les ripples sont toutes émises à la même fréquence. Donc, peu importe les objets, le spawn, lui, il s'active une fois toutes les 10 frames. Donc ça peut convenir dans certaines situations. Maintenant, si vous souhaitez ajouter de la variation en fonction des objets, alors c'est possible. Il faut passer encore une fois par un script. Alors pensez à désactiver l'affichage du TimeMesher. Parfois on peut avoir des crashs quand on fait ce genre de modification. Donc on vient rajouter notre TimeCollectionEmit à la liste des objets du script. Alors en soi, vous n'avez pas besoin d'entrer dans le script. Vous pouvez le faire si vous êtes curieux. Mais tous les paramètres sont accessibles depuis les valeurs flottantes ici. Alors la première valeur détermine la fréquence de spawn. La deuxième permet d'apporter de la variation à la fréquence de spawn. La troisième valeur, c'est un offset. Et enfin le seed pour changer l'affectation des valeurs random. Donc, avec toutes ces valeurs, vous aurez pour chaque objet une fréquence de spawn qui sera différente. Donc si je passe la variation et l'offset à 0, chaque objet va spawn en même temps toutes les 5 frames. D'accord ? Si je rajoute de l'offset, donc par exemple 3 frames, chaque objet va spawn toutes les 5 frames avec un décalage qui peut aller jusqu'à 3 frames. Donc ça permet en fait de désynchroniser nos ripples. Alors comment il fonctionne ? Chaque objet va se voir assigner une valeur en fonction des paramètres que vous avez définis ici. Les objets vont avoir une valeur de 1 ou de 0. La valeur 1 signifie que des ripples doivent être émises, et donc les particules récupèrent tout simplement la valeur 0 ou 1 de l'objet le plus proche, et en fonction de cette valeur, elles vont spawn ou non. Donc pour ça, on peut aller dans les filtres, rajouter un filtre en custom float, venir récupérer la custom float spawn, qui est en fait la valeur flottante générée par le script, et venir ici définir le test en égal à 1. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier, dans les options de timing, dans ce cas-là, de repasser à 0. Donc là, on voit que cet objet-là va spawn avant celui-ci. Donc si je touche au seed, on peut comme ça randomiser encore. Donc je réactive le TimeMesher. Alors évidemment, ça fonctionne moins bien sur les objets trop petits. Donc par exemple, si j'applique mes ripples sur ces petites plantes, vous voyez qu'on a un résultat un peu moins intéressant. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de mettre une sphère et plutôt que d'appliquer les ripples directement sur votre objet, venir plutôt l'appliquer sur la sphère. Donc on a quelque chose d'un peu plus propre. Alors pour l'instant, on a une surface qui est complètement plane. Si j'applique un noise sur la surface d'eau, vous voyez que ça fonctionne. Alors on voit que ça ne fonctionne que sur les endroits où il y a une intersection entre les objets et la surface. Mais ça fonctionne. Donc c'était simplement pour vous montrer. Je vais enlever le noise. Alors vous voyez que mes ripples sont blanches par défaut. On peut leur appliquer un dégradé en fonction du temps. Donc un dégradé de couleur. Donc pour ça, on va passer par un gradient ramp. On va choisir une map channel par exemple 2. Et ici, on va venir appliquer à la fois un custom properties et un mapping. Le custom properties va récupérer la valeur d'event age en frame. On peut l'appeler event age. Le mapping va récupérer la custom float. Donc on passe en mapping from custom float. Event age. On normalise les valeurs entre 0 et 25 puisque la durée de vie moyenne d'une particule c'est 25 frames. Map channel 2. Et les deux opérateurs, on les passe en continu et on peut venir les ajouter à l'event 2.
Et donc là, si j'applique mon matériel sur mon TimeMeasure, que je demande au TimeMeasure de récupérer les UV, donc le dégradé fonctionne. Après, évidemment, c'est à vous de choisir les couleurs. Il faut bien penser à rajouter également un mapping dans le premier event si on veut définir une couleur. Donc, par exemple, un mapping en valeur absolue, donc 0 ou 100. Alors, comme le TimeMeasure est assez lourd à calculer, ça peut être intéressant de l'exporter en TiCache. Alors pour ça, on peut passer par un Export Particles Operator. On le laisse en TiCache par défaut. Alors là, on n'a pas besoin d'exporter les particules. Et dans le menu déroulant Géométrie Settings, on peut venir cocher l'option Include Dependent TimeMeasure Geo. Et donc le TimeMeasure va être exporté. On va exporter 30 frames. Voilà, donc je peux éteindre mon TiFlow. Je peux également cacher mon TimeMeasure. Et donc on voit que le TimeMeasure a été exporté en TiCache. Et donc c'est beaucoup plus léger. Il suffit ensuite de réappliquer notre shader. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Merci à vous.